Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro donc de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à Oula, tous. quel enthousiasme. Bonsoir à toutes. Merci à vous d'être là donc pour cette nouvelle émission en compagnie donc de notre invité du jour qui est Jérôme Loubry. Voilà, est-ce que vous le connaissez les filles? Oui. Pas de nom Oui. et de lecture. Oui. Voilà, donc qui va venir nous présenter, on l'a vu, son livre L'île aux éditions Kalman Levy. On aura la chance d'avoir donc avec Sonia ce soir la chronique de Sonia. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre en quelques mots? C'est un huis clos très angoissant. Eh ben écoute, comme on le dit, hein, on a l'habitude de le dire maintenant, on a avec impatience pour t'écouter. Et ensuite, on aura bien entendu toujours l'extrait de Marie. Merci à toi Marie d'être avec nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait que tu nous as lu? Euh, c'est un extrait qui met en place une ambiance et je pense qu'effectivement, ça va plaire. Ça va plaire. Eh ben écoute, merci à toi. Et puis bien entendu, ça devient maintenant un rendez-vous incontournable de cette émission, le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur Jérôme? Sur Jérôme, j'ai aimé déjà dans ce que j'ai retrouvé la discrétion du personnage avec le talent qui va avec. Mais ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'il a 9 ans quand il demande une machine à écrire à ses parents pour écrire un roman, et il attendra 30 ans pour écrire le premier. Donc forcément, ça a résonné avec la petite Séraphine qui a dit à 10 ans, quand je serai grande, je serai écriveuse, et qui a attendu la crise de la quarantaine pour le faire. Donc forcément, j'ai quelques petits trucs à demander à son enfant intérieur. Eh ben écoute, on écoute ça dans quelques instants. Donc en tout cas, merci à vous quatre d'être là. Et je remercie toutes les personnes qui sont déjà présentes. Je vois que Laurent Alain est présent. Bonsoir. Isa de Mars. Bonsoir Isa. Talibanière, Elisabeth, Maëlys, Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Vous connaissez le principe de l'émission. Dans quelques instants, on reçoit donc Jérôme Loubry pour son livre L'île. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir Jérôme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à toi Jérôme d'être avec nous ce soir, on l'a dit, pour parler de ce livre L'île aux éditions Kalman Levy. Donc vraiment un réel plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi pour l'invitation et à ton équipe pour la mise en place de tout ça. Merci à toi. Donc au nom de toute l'équipe, on le peut encore, hein, on est encore à 3 jours, encore tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, tout plein de bonnes choses et encore de nouveaux livres, puisque tu as une plume qui nous plaît beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on le disait en préparant l'émission, tu es déjà venu dans cette émission, donc tu connais le principe de cette émission. Bien évidemment, maintenant je suis entouré. Mais voilà, tu vas devoir répondre aux questions de toutes les personnes présentes ce soir. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Jérôme Loubry? Alors, qui est Jérôme Loubry? Alors, maintenant écrivain depuis 2017, maintenant, depuis la sortie des Chiens de Détroit chez Kalman Levy. Et auparavant, apprenti écrivain, hein, puisque j'écrivais comme toutes les personnes qui aimaient écrire un peu en cachette le soir après le travail. Mais maintenant, j'ai la grande chance d'en faire mon métier. Eh ben écoute, merci à toi pour cette présentation. On le disait, tu t'es lancé dans l'écriture, je me rappelle, tu me l'avais dit, maintenant je ne sais pas si ça a changé. On t'avait donné un carton rempli de livres par mois parce que tu travaillais, je crois, à côté d'une imprimerie, de la plus grande imprimerie de France. On te donnait un carton. Est-ce que c'est toujours ce souvenir qui te donne envie d'écrire? C'est pas moi qui travaillais à côté, parce que là, à cette période-là, c'était à partir de 8 ans, c'était quand j'étais enfant, donc dans la ville où je suis né, à Saint-Amand-Montrond, dans le Berry. Il y a une des 3 plus grandes imprimeries de France maintenant. À l'époque, c'était la plus grande. Et ma mère donc avait la chance de connaître quelqu'un qui travaillait dans cette imprimerie et qui régulièrement, donc à peu près tous les mois, nous apportait dans des cartons les livres un peu mal taillés, enfin pas possible, impossible à la vente, des couvertures abîmées ou des petits défauts de fabrication. Et c'est vrai que c'était un petit peu Noël parce qu'il nous disait, voilà, prenez les livres que vous voulez, servez-vous. Et, euh, et comme cette imprimerie était très connue, bon, elle le fait toujours, mais celle qui imprime les Stephen King, qui imprime les Mary Higgins Clark, etc. Les collections Pocket Noir aussi, qui était une collection fantastique et dont je me suis nourri très jeune. Donc voilà, j'étais plongé de fait très tôt dans les livres, et comme moi j'étais plutôt
un enfant solitaire et timide, ça m'allait très bien. Pas de D'accord. En chance. tout cas, merci à toi. Sonia. La chance. Ah, le Oui, rêve. et maintenant, je dirais, grâce à Calman Levy, mes livres sont imprimés dans ma ville natale, hein, dans cette Ouais. imprimerie. Donc la boucle est bouclée. Eh bien, en tout cas, félicitations à toi. Donc, on le rappelle, tu as écrit plusieurs livres, tous édités aujourd'hui chez Calman Levy. Et comme dit Isa Demars, c'est effectivement de la belle littérature. Donc, merci à Isa. Avant de présenter l'ensemble de ton univers livresse, justement, il y a une question de Laurent Alain, qui pour l'instant démarre Oui. bien, qui nous dit, y a-t-il un livre en particulier qui vous a donné envie d'écrire? Est-ce il sera au match, ce monsieur Alain, ce soir ou pas? Non, Mais bien sûr. Ah, est-ce il qu'il a sera des pas au match, places? mais il va le regarder. Ah, il sera pas au Non. match. Bon. Et non, il est Ça va sur être Marseille en ce moment. Ah, d'accord. Bah, oui, enfin, un en particulier, non, mais plutôt, enfin, après, ça dépend des âges, hein, mais bon, vraiment au tout début, c'était le fantastique qui m'a plu et qui a fait qu'à un moment, j'ai eu envie d'inventer une histoire aussi, mais j'étais très jeune. Après, s'il y a un livre qui m'a vraiment donné envie d'écrire, je citerai L'étranger d'Albert Camus, parce que c'est un livre d'une simplicité et d'une difficulté très intéressante. Parce qu'à le lire, les mots sont simples, hein, mais la profondeur du livre est très importante. Et c'est vrai que j'avais trouvé un véritable tour de force à travers un livre avec des grandes phrases proustiennes, etc. Mais Meursault, il parle simplement et pourtant avec une portée dans le discours très très riche. Donc c'est pas celui-ci qui m'a donné envie d'écrire parce que c'est plutôt un cumul de plusieurs littératures, mais vraiment celui-ci, je me suis dit, enfin je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment du travail parce que Albert Camus a dû passer beaucoup de temps à bien doser et peser les mots dans ce livre. D'accord, merci. Sonia, n'hésite pas, hein, si tu veux réagir au fur et à mesure, n'hésite pas. On sait en ce moment que tu es un petit peu souffrante. D'ailleurs, on s'en excuse d'avance à toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas. Il y a quelque chose qui caractérise tes romans, Jérôme, c'est que régulièrement tu t'inspires d'histoires vraies, du moins de faits réels, que ça soit dans Les Chiens du Détroit, on va en parler, c'était la crise des subprimes. Pour les Deux Soleils et Deux Sangs, c'était les tsunamis, le séisme, pardon, en Haïti. Qu'est-ce qui t'inspire en général? Alors, ce qui m'inspire en général, ça dépend. Ça peut être une photo, hein. Par exemple, pour les chiens de Détroit, c'était une photo qui est maintenant sur la couverture, hein, voilà. C'était cette maison abandonnée. Donc, quand on voit ça, on se demande qu'est-ce qu'il y a eu avant la crise des subprimes, c'est-à-dire comment était la famille qui vivait dans cette maison et qu'est-ce qu'il y aura après, qui est devenu cette famille. C'est parce que vraiment la maison euh, incarne des personnes, hein, vraiment, et un fait économique. Sinon, ce qui m'inspire en général, alors les faits réels, pas trop, hein. Je m'en sers plus comme un petit indice, un peu, on saupoudre une recette avec des piments, voilà. Là, la crise des subprimes, vraiment c'est pas vraiment pour parler de ça, c'est plus pour parler du géant de brume. Et pareil, le séisme en Haïti, c'est pour rajouter un peu de suspense et de tragédie dans le roman. Sinon, ce qui m'inspire, c'est la musique, en fait. C'est souvent, ça m'est souvent de la musique que les idées viennent, et, et pas trop en lisant le journal ou en écoutant la radio, c'est-à-dire les faits divers, les choses comme ça m'intéresse pas trop parce que j'aime vraiment être libre dans l'écriture, tout inventer. Et Mhm. parfois, on met un petit thème d'actualité ou passé qui permettent aussi de donner un sens au récit, qui va aider le récit. Je vais pas mettre des faits divers ou des faits réels juste pour les faits. Il faut vraiment que ça serve le récit et les personnages. D'accord. Une question intéressante de Maëlys qui nous dit personnellement, je suis bluffé et intrigué par Les Refuges. Quelle est la source de ce roman? Ah, alors, je sais pas si Maëlys enfin, a des enfants ou pas. Mais la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pour
euh, pour faire cuire une question que tous les parents se posent, c'est-à-dire comment je réagirais si mon enfant disparaissait. C'est-à-dire pas seulement mourait, mais disparaissait sans qu'on sache ce qui lui est arrivé. Je pense que c'est une peur que tous les parents ressentent à un moment ou à un autre de leur vie. Et voilà, j'avais besoin d'évacuer cette question, de m'en débarrasser. Ça sert à ça aussi l'écriture, hein, ça sert à se débarrasser de questions, de peurs ou d'autres choses. Et voilà, c'était vraiment le point de départ de ce livre. Euh, Tout simplement, en tant que papa, j'avais besoin de renvoyer loin de moi cette question. Hmm. Quand on connaît ta plume, est-ce que pour toi, ça n'a pas été le roman le plus difficile à écrire ou surtout le plus oppressant? Alors, le plus difficile, non. Non, le plus difficile, c'est le deuxième, et c'est souvent le deuxième, hein, c'était le 12e chapitre, parce que là, on a le plus de pression, parce qu'on peut tout à fait se dire, voilà, les chiens de Détroit ont très bien marché, ce n'était qu'un coup de chance. Le deuxième, soit va valider euh, ce coup de chance, malheureusement, en ne marchant pas autant, ou va lancer le cycle d'écriture pour plusieurs livres. Mais les refuges, c'est sûr que c'était le plus oppressant. C'est-à-dire que c'est le seul où, quand j'ai mis le point final, j'ai senti un poids disparaître de mes épaules. Et j'étais vraiment content de l'avoir terminé. Je voulais plus en entendre parler pendant quelques temps. Parce que les lectrices, les lecteurs ressentent, enfin, j'espère le plus possible, ressentent les peurs, les sentiments des personnages qu'il y a dans le roman. Mais moi, en l'écrivant, j'étais 24 heures sur 24 presque avec Sandrine dans la cave ou dans la forêt ou sur l'île. Donc, oui, c'était oppressant. Hmm. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu ce prix Cognac, hein, le meilleur roman francophone. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations. Et je me rappelle, tu étais venu présenter celui-ci dans la précédente émission. Oui. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Dominique, bonsoir, qui nous dit: tous tes livres sont le reflet de ton génie créatif. Voilà, nous dit Dominique. Merci, Dominique. Sony. Voilà, Dominique, une très grande lectrice aussi qu'on remercie et à qui on souhaite aussi un bon rétablissement, parce que voilà, elle s'est fait mal à la cheville. Donc encore tous nos vœux de rétablissement, cher Dominique. On a parlé des Chiens du Détroit, on a parlé du 12e chapitre, les refuges. Et après, comme on le disait, il y a eu aussi donc De soleil et de sang. Voilà, celui qui s'est donc inspiré du tsunami en Haïti. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, eh ben, comme j'aime bien changer d'univers, même un peu de style dans mes romans à chaque fois. Là, c'était après Les Refuges, où vraiment c'était un thriller psychologique. Là, j'avais envie de faire un peu ce que j'appelle un livre utile. C'est-à-dire un livre qui dénoncerait certaines choses, et certaines choses sont malheureusement toujours d'actualité en ce moment en Haïti. Donc celui-ci, il est un peu particulier parce que là, c'est peut-être celui où je mélange le plus fait réel et fiction. Euh, et voilà, et surtout en faisant les recherches, qu'à la base, je voulais écrire sur le vaudou et sur un orphelinat. Je pouvais soit placer tout ça dans le sud des États-Unis, en Louisiane ou ailleurs. Et après, j'ai fait des recherches sur Haïti. Et quand j'ai découvert comment se passaient les trafics d'enfants là-bas, la pauvreté, la- tout ces policiers, ces diplomates, ces politiciens qui se servent un peu dans la cagnotte de tout ce malheur, je me suis dit, non, faut aller là-bas en Haïti. Et puis, bon, j'y suis allé bien avant de l'écrire, ce roman, j'étais là-bas. Et déjà, j'avais ressenti cette ambiance poisseuse, hein, même en se promenant dans les rues, en tant que touriste, j'avais ressenti ça. Et voilà, donc naturellement, je me suis dit, on va écrire là-bas, on va un peu dénoncer ce qui se passe en édulcorant après une première lecture de la maison d'édition, parce que, bon voilà, on voulait pas se prendre des procès. Mais voilà, c'était vraiment de faire un livre utile et sur
des événements et un lieu que les gens ne connaissent pas forcément. On n'est pas tous forcément au courant que les enfants peuvent être achetés dans la rue pour être placés dans un orphelinat, ou que nous-mêmes, on peut acheter une maison là-bas et se déclarer orphelinat, et après faire notre business avec les enfants pour les revendre en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud. D'accord, merci à toi. Donc on le rappelle hein, pour les personnes qui arrivent, et je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre pour suivre. Donc Jérôme Loubry pour son roman L'île chez Calman Levy. Donc on va avoir l'occasion d'écouter la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais il y a une question intéressante qui me dit: j'aimerais savoir comment se tresse l'intrigue dans l'esprit avant d'être développée à l'écrit. Parce que c'est toujours très complexe et en même temps elle fonctionne toujours à 100%. Architecte ou arginier? Architecte ou jardinier, Jérôme? Pas architecte du tout, parce que architecte, j'entends qu'on fasse des plans construits de l'intrigue. Moi, je fais jamais de plans. Mais disons que je visualise l'idée que j'ai du roman comme un film. Donc, je le garde en tête. Ça m'oblige aussi à réfléchir, parce que c'est vrai, quand on écrit, les choses sont posées, donc c'est facile de s'en souvenir. Mais quand on imagine d'abord, alors pas tout le roman bien sûr, mais les 2-3 premiers chapitres, bien sûr le thème principal, la fin, quelques personnages. Et quand j'ai assez de matière, hein, donc j'ai assez de toutes ces petites scènes dans ma tête, là je me mets à écrire. Euh, et après, en écrivant, moi je dis souvent, j'écris le premier tiers du roman, et les 2 autres tiers, ce sont mes personnages qui l'écrivent, parce que c'est vrai que pendant l'écriture, on a l'impression, on a le sentiment d'être avec eux, de se promener à leur côté dans Détroit, en Haïti ou sur l'île de Porquerolles. C'est un peu eux, à un moment, qui mènent la narration et qui peuvent faire découvrir que faire un plan, il y en a qui travaillent comme ça, hein, il y a beaucoup, c'est très bien, mais ça met, alors ça sécurise l'écrivain, bien sûr, parce qu'il sait ce qu'il va faire, à quel moment, en se levant le matin, il sait quel chapitre il va écrire. Mais pour moi, ça bride un peu l'imagination, parce que ça l'empêche de se laisser prendre par la main par les personnages. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais vraiment, moi, j'aime bien que mes personnages me disent: «Tiens, plutôt que si on prenait le chemin de droite, si on allait vers la gauche», voilà, des choses comme ça. Donc pas du tout architecte, plutôt jardinier. Mais j'ai essayé de faire des plans, parce qu'au début, mon éditrice, elle m'avait dit: «Donc fais un plan, fais une fiche technique de tes personnages, et cetera». Je lui ai dit oui par politesse, mais je l'ai jamais fait. Non, j'aime bien, moi j'appelle ça l'écriture intuitive, hein. C'est-à-dire que le matin, je sais à peu près, par rapport au chapitre que j'ai écrit la veille, je sais où je vais aller, si je vais faire un petit flashback, si je vais changer de personnage, et cetera. Mais je pense que, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est pour les refuges. À la base, c'était simple, je vais simplement faire un thriller sur une île, comme l'île, le dernier. Mais là, ça devait se passer uniquement sur cette île mystérieuse. Et puis à un moment, devant l'ordinateur, je me suis dit: «Non, c'est pas, il y a pas assez, tu prends pas assez de risques, c'est un peu trop facile. Hem, on va pas faire 400 pages sur Sandrine et 5 personnages sur une île. Hem, allez, mets-la sur le continent avec du sang sur elle, avec une robe tachée de sang, et puis après débrouille-toi avec ça». Et j'avais bien sûr la fin du roman, hein, mais à ce moment-là, c'est un peu Sandrine qui m'a dit, «Il faut me mettre un peu plus en danger, il faut que ça soit un peu plus perturbant». Voilà. Écoute, en tout cas, merci à toi et je rejoins l'ensemble des commentaires hein, qui dit que c'est passionnant de t'écouter. Et d'ailleurs, question de Laurent qui nous dit: pensez-vous que l'auteur peut avoir dans ses romans un rôle d'analyse et de critique sur les sujets de la vie de tous les jours et sur certains sujets graves? Alors, je relis Laurent Alain. Tu as 2 heures. On le cale à chaque Ouais, fois, c'est cette ça, phrase. hein, c'est ça. Non seulement il peut avoir, mais il doit avoir un rôle d'analyse et de critique. Je pense que c'est un des points fondamentaux de l'écriture, c'est d'analyser, de critiquer ce qu'on voit à travers. Alors ça peut être
travers différents styles, hein. Ça peut être un essai, ça peut être un récit, ça peut être un essai politique, ça peut être du fantastique, hein. Stephen King le fait très bien. Il critique la société américaine constamment dans ses livres. Donc oui, je pense. Alors moi, je suis pas pour ceux qui vont dire, qui vont exprimer leur leur avis politique ou religieux ou plutôt pâtisserie ou charcuterie. Enfin, faut que ça soit subtil quand même parce qu'il faut pas que ça fasse donneur de leçons. Dans De Soleil et de Sang, voilà, je critique un système qui est mis en place, mais bon, ça c'est quelque chose de tellement abject que c'est logique de le critiquer. Mais faut pas que ça soit moralisateur. Voilà, on peut placer quelques petits pics, soit via un personnage ou une situation, mais comme tout à chacun, j'aimerais pas que ça soit trop donneur de leçons ou moralisateur. D'accord. Bah, merci en tout cas Laurent pour cette question. Donc si tu veux, maintenant on va parler donc de ce livre L'île aux éditions Kalman Levy. Juste avant de lancer le jingle de Sonia pour sa chronique, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu de quoi ça parle pour ceux qui découvrent ce soir? Moi. Oui, s'il te plaît, pardon, Oui, j'aurais dû pardon, préciser, pardon. Alors Lille, alors comme souvent dans les romans, il y a plusieurs lectures, hein, mais on va dire que le sujet souterrain de Lille, c'est la dépression. Alors quand j'ai dit ça à mon éditrice, elle m'a demandé si ça allait. Je dis oui, tout va bien, la vie est belle, c'est pas pour ça que je vais écrire là-dessus. Mais on a tous autour de nous des personnes qui sont malheureusement quelques petits épisodes dépressifs dans leur vie, ça peut arriver à tout le monde. Et je trouvais intéressant d'en parler à travers ce roman et surtout de comment est perçu quelqu'un de dépressif par elle-même, parce que c'est aussi un combat avec soi-même. On se reconnaît pas tout le temps dans le miroir. Et les gens qui tournent autour de la personne dépressive et de mettre en miroir cette dépression avec la dépression de l'île de Porquerolles que j'explique comme quoi l'île est piétinée l'été par les touristes, elle est salie, meurtrie, souillée, et que l'hiver, elle se régénère, elle se repose, mais que parfois entre les deux, elle a des petits moments d'humeur qui font qu'il y a des gros orages et des drames qui peuvent arriver comme dans le roman. Eh bien écoute, ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter la chronique de Sonia. Allez. Donc on l'a dit, L'île aux éditions Kalman Levy. Voilà, ne déchaînez pas la colère de l'île. Sonia, on t'écoute. Porquerolles. Depuis quelque temps maintenant, Diane, son frère et 2 amis passent leur été sur cette belle île. Ils s'y sont fait quand même quelques amis, notamment Benoît, un jeune disquaire, et Cassandre, une jeune fille aussi solaire qu'énigmatique. Diane, dépressive depuis des années, ne se sent bien que dans ce lieu. Elle aime l'île et le manoir où ils se retrouvent tous les ans. Mais en août 2019, Diane décide de mettre fin à ses jours, et cela va perturber un grand nombre de personnes. 5 ans plus tard, afin de lui rendre hommage, son frère décide de revenir sur l'île avec ses amis, mais également avec Julien, le compagnon de Diane à l'époque du drame, qui sent que tous lui cachent quelque chose. Va-t-il avoir les réponses à toutes ces questions? 2024, l'heure du pèlerinage est arrivée. Même l'île est perturbée et elle le fait savoir avec une tempête qui s'abat sur les habitants. Vent, pluie, orage, coupure de courant, tout est réuni pour une soirée et une longue nuit d'angoisse. Que va-t-il se passer? Arriveront-ils à passer outre leurs souvenirs douloureux? Et qui est cette jeune fille que Benoît prend pour Diane et qui est retrouvée poignardée près de son magasin? Décidément, rien ne se déroule comme prévu. Avec ce thriller, Jérôme nous plonge dans un huis clos oppressant. Les flashbacks, l'émotion vive, le passé et le présent, tout y est pour nous faire pénétrer dans une histoire palpitante et effrayante. Entre disparitions inquiétantes, morts et lieux hantés,
Les protagonistes ne sont pas un reste. À la fois touchants, intrigants et limite énervants. On apprend au fil des pages à les connaître et à s'attacher à eux. Mais entre nous, mon personnage préféré reste le manoir. Il est à la fois accueillant et impénétrable. Il regorge tant de secrets que même ses murs les vomissent au rythme de la musique que ces jeunes écoutent à longueur de journée. Bravo, Merci merci. beaucoup. Eh ben, merci pour cette lecture qui m'a bien angoissée par moments, on va dire. Oh, je suis pas désolé du tout. Je m'en doute bien. Non, franchement, une fois qu'on commence le livre, on peut plus s'arrêter, quoi. Je l'ai lu en même pas une journée, quoi. C'est tellement Ah oui. on est dedans et je pouvais pas le lâcher, en fait. Mais merci. Donc, Est-ce qu'il est tiré du jeu PC Until Dawn? Ça ressemble Du- beaucoup. Je connais pas du tout le jeu. Non. C'est sur PC, ça? C'est un jeu d'horreur, oui, qui est sorti sur PC il y a quelques années déjà. Et voilà, c'est l'histoire pareil d'un groupe de jeunes qui vont dans une cabane pour rendre hommage à une amie disparue. Et voilà, D'accord. il se passe des choses. Et voilà. Ça m'a fait penser à ça Non. tout de suite. Je connais pas ce jeu. Je Non. connais pas. Non, je connais pas. Toi, rien apprend. Moi, j'étais plus console que PC, donc il est peut-être sorti sur console aussi, je sais pas. Mais Il est je sorti sur regarderai. console depuis, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sonia pour la chronique. Est-ce que tu veux réagir à cette chronique? Et justement, je sais pas si tu vois, hein, Talibania qui nous dit ouah, jolie chronique, Madi Bertini, bonsoir, qui nous dit ça me donne envie de le lire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chronique, Jérôme? Non, mais on sent bien que l'effet que le livre a eu sur ce côté oppressant et angoissant de l'île, parce que c'est vrai que quand on connaît Porquerolles, je pense qu'on la connaît toutes, on est tous de la région là, donc on s'est peut-être Non. promené, enfin pas tout le monde, mais Florian, je sais que toi tu t'es pas loin. C'est ça. On l'imagine pas, je voulais pas la faire la carte postale, je voulais pas faire un guide du routard, quoi. Fallait vraiment que l'île devienne dépressive, tout comme Diane devienne dépressive, parce qu'elles ont un lien vraiment entre elles qui est presque sacré pour la jeune femme, hein, parce que c'est uniquement pendant ces 15 jours de vacances sur l'île où elle n'a pas besoin de prendre ses antidépresseurs, parce qu'elle elle se sent bien dans les bras de l'île. Et non, mais la chronique est très bien, mais voilà, j'ai ressenti, je vais t'écouter et je te regardais, et c'est vrai que tu t'en parles, on voit que tu as eu quelques émotions pendant la lecture, donc c'est toujours ce qu'on recherche, c'est ce qu'on entend quand les gens nous en parlent, comme toi tu l'as fait. Hein. Je sais que moi, je connais pas du tout Porquerolles, mais j'ai habité Ouais. sur l'île de Groix et c'est vrai que les hivers sur une île, c'est particulier, surtout quand il y a la tempête et tout. Et là, j'y étais, mais carrément, quoi. Je revivais les hivers qu'on a passés là-bas et un petit peu angoissant quand il y a les coupures de courant d'un coup et tout. Et c'est vrai que. Donc voilà. C'est ça. Ben voilà, avais quand même un repère au moins imaginaire Voilà. Exactement. Pour lequel te promener. Oui. Bon, en tout cas, beaucoup de personnes, hein, Isa Demas qui nous dit moi je connais bien l'île de Porquerolles, Dominique qui nous dit effectivement quand on connaît Porquerolles, lire le livre cela fait bizarre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi cette île plutôt qu'une autre? Mais il y a deux raisons, parce qu'en salon j'en ai marre qu'on me demande bah alors vous habitez dans le sud depuis 20 ans et vous écrivez rien sur le sud, donc ça c'est la première raison. Et bon, les Champs de Lavande ça m'inspirait pas plus que ça, donc et la seconde parce que oui, c'est vrai que cette île, moi, je la connais l'été principalement. Après, j'y suis allé un petit peu en hors saison, mais on pense jamais. Enfin, moi, j'ai réfléchi à la solitude de cette île, parce que oui, c'est sûr que l'été, elle est en pleine lumière et tout le monde fait attention à elle. Mais quand tout le monde s'en va, l'île, dans quel état elle est, état psychologique. Enfin, c'est difficile, c'est délicat de parler d'état psychologique pour une île, mais si ce lieu pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait quand il est abandonné et oublié de tous en plein hiver ou en pleine tempête? C'est pour ça que rien que sur l'île de Groix, les habitants, quand ils disent à la fin de l'été, comme ça, souvent la première tempête, c'est l'île en fait qui respire. Elle a tellement absorbé pendant l'été
que du coup, elle expulse en fait tout ce qu'elle a absorbé de négatif ou de Ben machin, tout oui, ça pendant l'été. ah oui, c'est très beau, c'est très bien trouvé, oui. C'est joliment dit. Ouais, c'est beau. Est-ce que tu as senti de l'angoisse au fur et à mesure de l'écriture du roman, nous demande Laurent. Oui, mais il y a toujours certaines scènes où l'angoisse monte un peu, notamment dans le manoir, hein, comme tu le disais. Bon, il y a aussi la première scène, hein, où on trouve un cadavre sur la place d'Armes en pleine tempête. Mais c'est vrai que dans le manoir, il se passe des choses intéressantes. Et à écrire, c'est aussi intéressant parce enfin, moi, j'aime bien me faire peur aussi depuis tout petit. Et, et ayant lu beaucoup de fantastique, j'adore mettre un peu de ça dans mes romans. Et c'est vrai qu'avec dans le manoir, je me suis un peu amusé en imaginant être à la place de ces personnages en pleine nuit. Eh ben, merci Et moi, je beaucoup. sais que j'ai eu la musique de Marilyn Manson tout le long parce que c'est une chanson que j'adore. Et Ouais. dès que j'ai vu le mot apparaître, et déjà avant, quand j'ai commencé le livre, direct, je l'ai eu dans la tête. Et Et tout le long de voilà. la lecture, je l'ai eu en fait. Voilà. Donc, par contre, j'étais très frustrée à la fin parce qu'il y a le petit QR Ouais. code. Donc, j'ai Mm. lu le petit texte. Je m'attendais à avoir une dizaine de pages supplémentaires et en fin de compte, non. Non. Non, Non, j'ai non, il été demande déçue, il n'y juste. a pas assez. Ouais. Non, non, bah ça, il demande. Enfin, ça, c'est la maison d'édition qui demande juste une page et demie maximum. Ils veulent pas rajouter. En fait, c'est pour que si les gens ne le lisent pas, ça change pas le roman, en fait. Ça dénature pas Voilà. la fin. C'est une lecture optionnelle. Il y en a peut-être qui n'ont pas de QR code ou qui voient pas. Il y en a qui ne le voient pas aussi. Donc, il fallait quelque chose de court et qui ne change en rien le récit. Mais c'est Donc, tout court quand même. oui, oui, j'ai mis une petite touche j'ai mis une petite touche pour expliquer, par exemple, pourquoi le manoir n'est pas sur Voilà. l'île. Parce que souvent, on me demande, mais le manoir sur l'île, il existe? Et non, 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 il n'existe pas. C'est le seul détail que j'ai ajouté. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec une question de Tali qui nous dit: est-ce que tu t'es documenté sur l'histoire de l'île avant d'écrire ce livre? Oui, 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 bah, j'ai fait des recherches. Bon, après, maintenant, c'est beaucoup plus facile avec Internet. Hein. On n'est pas obligé de se rendre sur place. Mais bon, je connaissais déjà l'île euh, un peu. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de l'île. Mais bien sûr, on fait des recherches. On fait des recherches sur l'île, sur des recherches autour de l'île. Par exemple, les marées, quel genre de marée il y a là-bas autour. Euh, sur un peu comment c'est construite l'île, comment il y a eu du courant, comment les navettes ont été créées. Est-ce qu'on peut se promener là-bas en voiture si on a une maison ou est-ce qu'il faut vraiment avoir un commerce ou enfin de manière utile? Oui, oui, il y a plein de détails sur lesquels on se renseigne afin de ne pas dire de bêtises dans le roman après, même si ça peut arriver. D'accord. Bah, puisqu'on parle de l'ambiance de l'île, ce que je propose, si elle est d'accord, c'est de faire intervenir Marie pour écouter son extrait. C'est bon? Allez. Donc, rebonsoir Marie. Bonsoir. Donc, on le Bonsoir. rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que tu es donc la comédienne de cette émission et que tu as enregistré donc un extrait. Ce que je te propose, c'est de lancer ton jingle. Tu nous expliques un petit peu ton ressenti sur cet extrait et après on l'écoutera. Alors Marie, toi tu nous as lu donc un extrait donc de ce roman, L'île aux éditions Calman Lévy, on le rappelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait? Alors, c'est un extrait qui va être en musique, puisqu'effectivement, la musique est très présente dans le roman. Et c'est très agréable. C'est très agréable de travailler en musique de mon côté. Et ouais, c'est intéressant parce que voilà, j'ai essayé de mettre en place deux ambiances différentes. Enfin, je vais laisser les gens découvrir plutôt, mais c'était un extrait, encore une fois, très agréable à faire. Même Eh au ben niveau de écoute, l'ambiance sonore derrière, voilà, c'était ce que je vous chouette. propose donc c'est d'écouter cet extrait donc enregistré par Marie Méran. Marie Méran présente un roman de Jérôme Loubry
Lille. Comme tous les soirs, que ce fût en haute ou basse saison, sous le soleil ou la pluie, il restait fidèle à son rituel. Benoît glissa un disque sur la platine Pioneer 3000, un modèle acheté d'occasion sur une brocante, actionna le bras et déposa religieusement le diamant sur le premier sillon. The End commença sa litanie à travers les enceintes et le jeune homme le rangement méthodique des bacs à vinyle qui encombraient le trottoir. D'une longueur exacte de 11 minutes et 40 secondes, le morceau indiquait aux clients le temps qu'il leur restait pour faire leur choix, régler leurs achats et quitter les lieux. Beaucoup moins agressif qu'un son de cloche qui annoncerait la dernière commande, il accompagnait les badauds qui de plus en plus souvent traînaient devant sa boutique pour profiter jusqu'à la dernière note de cette fin poétique. Benoît avait ouvert sa boutique de musique dès qu'il était arrivé sur l'île. Tout d'abord, relégué dans une rue peu passante, il avait trouvé ensuite un local plus vaste, situé dans l'artère principale, rue de la Ferme, face à la place d'Armes. Beaucoup promirent à ce Parisien une faillite rapide. Parfois même le souhaitèrent. Mais comme si l'île se félicitait de sa présence, la mode nouvelle des 33 tours, puis celle des cassettes audio fit son apparition face à la froide et impersonnelle musique numérisée. Ce soubresaut proustien, éructé d'un autre siècle, permit au jeune disquaire de rembourser son crédit, puis de s'amarrer solidement sur ce rocher de 30 km². En moins de 2 ans, il se créa une belle réputation. Même s'il affectionnait particulièrement le rock américain des années 1960, il proposait à ses clients un choix hétéroclite. Certains n'hésitaient pas à prendre la navette depuis hier pour fouiller dans les bacs à la recherche de la perle rare. Même des DJ reconnus jouaient les curieux et repartaient avec des vinyles sous le bras qu'ils utiliseraient par la suite lors d'un set organisé sur la Côte d'Azur. Malgré ce succès, malgré le fait qu'il aurait pu payer un salarié pour ranger la marchandise à sa place, Benoît tenait à effectuer lui-même ce rituel de 11 minutes et 40 secondes. Un autre éclair griffa le ciel avec détermination. Une poignée de secondes plus tard, un craquement d'os brisé retentit dans la nuit. Les lumières des lampadaires vacillèrent, tout comme les ampoules de la boutique. Leur fragile loquettement tenta de survivre à travers la pluie qui s'abattait. Mais soudain, l'île ferma les yeux. Porquerolles plongea dans l'obscurité. Au loin, les lumières du continent la narguaient et scintillaient comme des éclaboussures d'étoiles. La voix de Jim Morrison s'allongea de manière grotesque avant que le diamant ne fige sa course et la fasse taire. Tel un brouillard invisible, le silence, rythmé par le vent et les vagues qui se brisaient non loin, avala la rue. Ah bon, merci beaucoup, c'est très bien. Voilà. Merci à Bravo, vous. bravo, bravo. Qu'est-ce que ça fait d'entendre son livre lu, Jérôme? Ben, non seulement là, il est lu, mais il est aussi mis en musique, hein. C'est presque du théâtre audio, j'ai envie de dire. Donc c'est très agréable, ouais, c'est très agréable. Après le livre, c'est vrai que le livre s'y prête. Il y a plusieurs chansons qui sont citées dedans. Mais non, c'est bien lu, c'est bravo, un grand bravo. C'est très, enfin moi j'ai trouvé ça très agréable, même si je connais si je connais le Ben oui. texte, j'ai trouvé ça très, on est dedans quoi, on est dedans. Merci. Est-ce que tu as retrouvé l'atmosphère aussi parce que je voyais tes échanges avec Sonia quand tu préparais cet extrait, Marie. Voilà, j'entendais parler des os cassés. Tu vois, tu nous dis souvent les bruits. Comment tu les choisis? J'aime bien avoir cette question parce que là, effectivement, on a eu beaucoup de bruitage. Oui, oui. D'ailleurs, ça fait un lien avec le livre parce que, ou en tout cas avec l'extrait qui est cité là, puisque dedans il y a il est expliqué qu'effectivement les vinyles ont un son particulier que n'a pas le numérique et le MP3. Et j'ai envie de dire dans l'audio c'est pareil. Selon comment on écoute un audio, moi je vais mettre plein de petits détails, je vais vraiment essayer de travailler au casque de manière très précise, comme certains, comme beaucoup en tout cas d'ingénieurs son qui vont travailler sur des disques, où ils vont travailler sur la note, sur des petites choses très précises. Et effectivement, après, le rendu va pas du tout être le même si on l'écoute sur un téléphone, pour de la musique sur un vinyle
ou sur un autre support. Et c'est vrai que parfois, ça peut être... Enfin, moi, en tout cas, pour le fait de faire des audios, ça me fait vraiment délirer de faire ça. Enfin, j'aime beaucoup... Il y a peut-être que moi qui entends certaines choses, mais ça me plaît beaucoup de le faire et de chercher vraiment à essayer de créer cette ambiance-là. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être très frustrant, entre autres pour certains ingé-sons, de se rendre compte que voilà, ils vont se casser un peu la tête à faire vraiment des sons particuliers et finalement, ça va être écouté sur un téléphone ou qui vont pas forcément rendre tous ces détails-là, justement, qui vont être travaillés en amont. Mais bon, moi, n'empêche que ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et après, pour répondre à ta question, les sons, il y en a effectivement un sacré paquet sur Internet. On en trouve de partout, des payants, des gratuits, parce que c'est offert. Hein, moi, je vole pas de son, soit c'est offert et je les prends, et c'est effectivement officiellement donné aux gens, soit c'est payant, et puis dans ces cas-là, je mets de côté. Parce qu'il y en a vraiment qui font ça de manière parce que bénévole, en tout cas, qui propose ces sons-là. Entre autres, je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais j'aime bien le citer parce que justement, ça lui fait de la pub. Il y a un site qui s'appelle la Sonothèque, où effectivement, il y a plein de sons. C'est un bruiteur qui a fait ce site-là. Et du coup, il met à disposition ces sons-là. Et il a fait tout un catalogue. Et en fait, moi, ma contribution avec ce catalogue-là, c'est que parfois, il y a plein de sons différents et que pour les audios, entre autres de l'émission, je vais parfois devoir monter tous ces sons en même temps. Par exemple, quelqu'un qui va allumer sa cigarette, le craquement de l'allumette, la première bouffée, la première expulsion de fumée, tout ça. On a tous ces sons séparément et puis parfois, il faut les monter ensemble pour que justement, ça corresponde vraiment à l'ambiance du livre. Et donc, dans ces moments-là, je renvoie le son que moi j'ai travaillé, je le renvoie pour compléter cette bibliothèque-là. Donc, c'est un échange de bons procédés et c'est super chouette. Et effectivement, le petite anecdote, parce qu'à un moment donné, effectivement, dans le livre, il est évoqué les os brisés. Et donc, du coup, je ne savais pas si je devais mettre ce son-là ou pas. Enfin, j'y ai réfléchi un petit moment. Et l'anecdote, je ne l'ai pas finalement mis. Et l'anecdote, c'est que c'était un son de céleri, en fait. Voilà. On casse du céleri et ça fait le bruit des os brisés. Ça marche très, très bien. C'est bon à savoir. Voilà. Oui. Voilà. Donc, non, c'était chouette. Donc, tu vois, voilà. Ben, merci à toi, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter tes extraits qui nous mettent, je rejoins les commentaires, bien dans l'ambiance du livre. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser la question à Sonia. Sonia, est-ce que toi aussi, tu as retrouvé l'ambiance du livre, comme nous disent tous nos amis en commentaire? Oui, et puis j'attendais la suite. Et là, d'un coup, ça s'arrête. Je suis maman, il n'y a pas la suite. J'aurais envie de faire la suite. Je pense que je vais embaucher Marie pour qu'elle me lise en fait les livres. Comme ça, Eh ben, voilà. Et puis là, j'écrirai ma chronique et pendant ce temps-là, elle en refera son enregistrement en même temps. Ça peut être pas mal aussi comme idée, je pense. eh ben, pourquoi pas prévoir une émission spéciale où pendant 1h30, Marie nous lit les livres. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord, Jérôme, de participer à cette émission où Marie nous lit des livres pendant 1 heure? Ah oui, mais je m'allongerai sur le canapé même parce que c'est transcendant, c'est relaxant, c'est une voix très agréable. Donc oui, certainement. Ouais. Eh ben, en Il y a un tout cas, concept à faire là, il y a un concept. eh ben, pourquoi pas? Tu sais bien que nous, les concepts, on adore ça. Eh ben, en tout cas, merci. Donc, on le rappelle, hein, tu es avec nous pour parler de ce livre, L'île aux éditions Kalman Levy. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que Séraphine est en coulisses et qu'elle t'écoute attentivement. D'ailleurs, on va pas tarder à la faire venir puisque je sais qu'elle a quelques questions à te poser. Ce que je peux te proposer maintenant, Marie, si tu veux rajouter quelque chose? Non. Non. Eh ben, écoutez, il y a une question intéressante de Marie. Après, on écoutera la question de l'invité. Tali qui nous dit combien de temps as-tu mis pour préparer cet extrait? Ça, c'est une question pour Marie, ça. Ouais. Alors, pour préparer l'extrait, en fait, en gros, sur un extrait comme ça, c'est à peu près 1h15, 1h30 de travail. Ah oui, quand même. Donc, pour 3 minutes 50. Et je me suis améliorée. Avant, je mettais beaucoup plus de temps. Maintenant, je vais plus vite dans le montage. À force d'en faire, du coup, effectivement, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on va plus vite dans les réflexes. Mais ouais, faut compter à peu près ce temps-là. Alors, sur un bouquin entier, effectivement, quand on se rend compte sur des audiolivres qui font 9-10 heures d'écoute, on imagine assez difficilement le travail qu'il y a derrière. 9-10 heures d'écoute, quand on voit que... Alors là, il y a du son en plus, il y a de la bande-son, donc ça... Forcément, ça demande plus de travail. Mais ouais, sur même une simple lecture, 10 heures d'enregistrement, j'imagine pas le nombre de rushs derrière qu'il a dû falloir faire. Tu n'as pas eu de livre adapté en livre audio, Jérôme, ou tu en as eu déjà? Si, j'en ai 4, je crois. D'accord. Ouais, les refuges, Détroit, les refuges.
Il me semble aussi que Montmort et le chant du silence, il me semble. Ouais. D'accord. Donc on rappelle Et qu'on moi, peut je voulais retrouver. rajouter Audiolib. Oula. Comment? justement que j'ai du mal moi avec les audios et j'ai essayé de reprendre après avoir écouté Marie. Je sais plus sur quel bouquin c'était. Et ben je peux pas. Maintenant, il faut que j'écoute que Marie en fait. J'ai du mal Et ben avec les voilà. livres audio déjà à l'origine, mais là, il me manquait la voix de Marie en fait dans le livre. Ouais, Bon Donc bah c'est voilà. pas pareil. Et puis il y a Moi, je crois plusieurs que les façons de. Pardon. Mm. ouais, de travailler, c'est comment? Puis après, c'est vrai que la voix est très, très importante. Moi, le premier, c'était un monsieur, et je crois que non, c'est tous des hommes qui les ont lus, pour l'instant. D'accord. Et ben en tout Mm. Après, cas, c'est bah, pas merci évident, à c'est toi, vrai, Marie. de choisir si c'est une voix féminine ou masculine sur un livre. Mm. Ça doit pas être évident à choisir, ça, à décider. Ça. Non, c'est vrai que ça, je sais pas comment ils font pour choisir. Est-ce que les auteurs ont leur mot à dire? Parce que des fois, ils écrivent leur personnage, ils se font une idée du personnage, et des fois, peut-être que la voix ne correspond pas. Je sais pas si tu peux nous Ouais. répondre à ce sujet. Bah, moi, j'ai jamais eu. On m'a jamais rien demandé sur ce sujet-là, que ce soit chez Audiolib ou le premier, je sais plus chez qui c'était. Mais non, on va pas. D'accord. Et ben en tout cas, bah, merci à toi. Je te remercie, Marie, donc, pour cet extrait. Donc, on le rappelle, comédienne Merci à vous. de cette émission. Merci à toi. Pardon. Dominique qui pose une question intéressante pour Jérôme. Jérôme, est-ce que tu regarderas Porquerolles autrement la prochaine fois que tu t'y rendras? Ouais, ou d'une certaine manière, je la regarderai plus affectueusement parce que je me la suis entre guillemets appropriée pendant quelques mois en écrivant sur elle. Donc oui, bien sûr, il y aura comme tous les lieux sur lesquels on écrit, il y a forcément une affection il y a un petit lien spécial qui se crée. Et oui, oui, je pense que après avoir mis le pied sur l'île, je poserai ma main pour la, la consoler, pour la caresser. Parce que par définition, on piétine, elle est généralement piétinée. D'accord. Eh ben, en tout cas, bah, merci beaucoup. Ce que je te propose, là, je vois que tout le monde est attentif. Donc, on rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de ton univers livresque et plein d'informations sur toi également sur le site donc, de calmanlevy.fr. Et est-ce que tu as pour projet éventuellement d'écrire sur une île bretonne? Pas spécialement. Pas spécialement. Je vais laisser les îles un peu tranquilles là. Puis la Bretagne, je pense que avec le chant du silence, on y est quand même, on n'est pas très loin. Non, non, la Bretagne, je suis beaucoup promené la côte, la côte ouest, la Bretagne, la Vendée. Après, j'ai fait la Normandie au nord. Donc là, le sud, non, je pense qu'on va rentrer. On va rentrer un peu plus dans les terres pour le prochain et peut-être une île bretonne un jour, je ne sais pas. Eh ben, à suivre, effectivement, parce qu'on rappelle qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, on l'a vu tout à l'heure, sur Facebook et Instagram, où on peut, encore une fois, découvrir l'ensemble de ton univers. Question de Madi. Madi qui nous dit: en ce qui me concerne, je préfère tenir le livre entre mes mains et le lire. C'est un bonheur de toucher le papier, de sentir son odeur et de découvrir le style d'écriture de l'écrivain. Toi, Jérôme, est-ce que tu es plutôt Par rapport à la livre audio, lecture, numérique, ou plutôt livre broché? euh, non, mais bien sûr, je suis livre broché, hein, mais tout, que ce soit livre audio ou numérique, ils ont leur utilité. Moi, je me souviens quand j'allais à la fac plus jeune, j'avais 2 heures et demie de voiture, je mettais des livres audio en cassette dans la voiture et c'était génial. Livre numérique, c'est vrai quand on est en vacances on pense pas forcément, ou on n'a pas la place pour emmener une dizaine de livres de poche à lire pendant les vacances, ou moins, ou des brochets. Donc le livre numérique, c'est pratique. Euh, je préfère, bon, bien sûr, ayant, avec ce que je vous ai raconté, donc
au contact des livres très tôt par rapport à l'imprimerie qu'il y avait dans ma ville natale. C'est vrai que le livre, pour moi, faut le toucher, et je fais pas partie de ceux qui ne comment pas leurs livres ou moi, le livre, il y en a partout chez moi, il y en a par terre dans ma chambre, il y en a que je prends, que je laisse, que je reprends, etc. Ils sont cornés, pour moi, un livre, il doit vivre, donc oui, livre broché, mais je ne suis pas du tout contre les livres audio ou les livres numériques. À un moment, ils ont tous leur utilité à un moment donné. D'accord. En tout cas, comme nous dit Tali, on t'a réclamé une histoire dans le sud, tu l'as fait. Bah, maintenant, c'est la Bretagne qui est demandée. Voilà. Ah ben voilà. Merci Tali. Ce que je te propose, c'est d'écouter donc la question donc de l'invité mystère. Allez. Donc on le rappelle, ce mercredi, on est quel jour? On est mercredi, donc vendredi dernier, on a reçu donc Laure Garcia et Marc Lamola, anciens flics, enfin elle flic et lui ancien flic, qui ont écrit Extrême Onction. Donc ils t'ont posé une question, ce que je te propose c'est de l'écouter et ensuite on écoutera ta réponse. On sait que tu as eu donc une première vie en tant que restaurateur, voilà, dans la restauration, et que donc là tu as eu plusieurs prix, bravo, concernant en fait des polars. Dans notre question, nous on est policiers quand même, donc on est habitué en fait aux enquêtes, etc. Toi, comment tu fais en étant du milieu de la restauration pour monter en fait tes intrigues de polar? Très bonne question, très bonne question. Alors moi, je suis plus thriller que polar dans mes romans, et c'est une de ces raisons. C'est vrai que je ne connais pas le métier de policier, alors il faut faire des recherches à chaque fois, mais c'est pour ça que je ne me lance pas trop dans le polar en fait, hein, ou alors parce que c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire, il y a toute une hiérarchie à connaître, etc. Même si on la trouve sur Internet, il y a d'anciens policiers, des policiers ou du monde de la justice qui font très bien écrire des polars. Euh, et moi, voilà, je préfère écrire des thrillers que des polars. Les policiers sont toujours présents parce que forcément, s'il y a un crime, il y a une enquête, etc. Mais c'est vrai que moi, je me sens pas assez imprégné de cette nature policière pour écrire un vrai polar avec un policier, donc toute l'enquête bien expliquée, tous les détails, etc. J'ai pas ces connaissances-là. Je peux les rechercher sur Internet, mais euh, voilà, il y a des policiers, des auteurs, anciens policiers qui le font bien. Et moi, c'est comme les films, les policiers, j'aime bien, mais voilà, je vais pas forcément. Les thrillers, je préfère largement parce qu'il y a le côté un peu plus psychologique et moins technique de l'enquête. Euh, donc, très bonne question. Mais pour l'instant, je ne me sens pas capable d'écrire un livre avec un personnage principal, un policier, avec toute sa brigade, avec toute sa hiérarchie, sa technique, ses combines. Ça, je m'y connais pas assez. Ouais. D'accord, eh ben écoute, merci à toi. Donc pour ça, donc on rappelle effectivement hein, que c'était Laure Garcia et Marc Lamola pour leur livre Extrême Onction. Donc ce vendredi, on recevra donc, si j'écorche pas son nom, Aurélie Aderley, qui viendra nous présenter donc son livre Malmort aux éditions Actu SF, qui allie histoire et fantastique. Jérôme, quelle serait ta question? Mais comme je vois un arbre sur la couverture de son livre, j'aimerais bien, et comme j'aime bien moi savoir euh, connaître les gens, surtout quand ils sont plus jeunes, donc la question serait, te souviens-tu de la première graine qui a poussé en toi et qui t'a donné envie d'écrire, de te lancer dans l'écriture d'une histoire, euh, pas forcément un roman, mais ça peut être une petite nouvelle ou un poème. À quel moment la graine
de l'imaginaire à pousser et tu t'es dit, ah, moi aussi, je veux écrire quelque chose. Eh bien, écoute, merci à toi pour cette question. Donc, on lui posera, on l'a vu, donc ce vendredi 31 janvier à 19h30, donc dans cette émission. Sonia, est-ce que je peux te faire réintervenir? Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce qu'il y a encore quelques questions qui arrivent avant de faire intervenir Séraphine. Bah, moi, c'était le premier livre de Jérôme que je lisais et mon banquier va pas encore être content parce que du coup, à chaque fois qu'on reçoit un auteur, j'ai toute une liste qui s'allonge. C'est une catastrophe. Donc, mais il y a plein de titres là que j'ai notés et alors, je vais faire un petit tour dans ma librairie préférée aussi. Voilà. Bah, Et ma libraire va être contente parce qu'elle va encore avoir d'autres idées de livres à commander en fait. Justement, Jérôme, pour ceux qui ne connaissent pas ta plume, s'il y a un livre que tu Ouais. devrais conseiller pour commencer, pour écrire, pour découvrir ta plume, ça serait lequel? Alors, c'est une question délicate parce qu'ils sont tous. Alors, à chaque fois, ce sont des one-shots, hein, il n'y a pas de personnage récurrent. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a un lieu différent et un thème différent. Alors, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Si vous aimez vraiment, si vous aimez, pardon, les thrillers psychologiques, il va y avoir les refuges. Si vous aimez les thrillers psychologiques, un peu de notion fantastique, hein, même si on reste dans le concret, mais vous avez les Sœurs de Montmort. Si vous aimez un peu plus polar, les Chiennes des Trois. Quelque chose de plus doux, va y avoir le 12e chapitre ou le Chant du silence. Un autre thriller, et si vous aimez la musique, Lille. Voilà, c'est délicat d'en conseiller un. Là, c'est souvent quand j'ai la personne en face de moi, on discute un petit peu dans les salons ou en librairie, et puis je demande qu'est-ce qu'elle aime comme auteur, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle préfère. Et là, je vois, j'adapte le menu en fait avec ce qu'elle me dit. Donc c'est difficile. Moi, souvent, je dis, ben, lisez. Ça peut être soit la couverture qui vous intrigue, ou lisez la quatrième de couverture. Mais moi, voilà, je ne peux pas en donner un précis puisqu'ils sont assez différents, avec des thèmes différents. Il n'y en a pas un qui est représentatif dans dans l'intégralité de- des autres. Parce que pour résumer mon écriture, c'est qu'ils comprennent un peu des autres livres pour faire une sorte de synthèse. C'est difficile à conseiller. En tout cas, on Et le je voit vois, ça effectivement. fait, pardon, je te coupe, ça fait 2 ou 3 couvertures où je vois passer, où il y a quand même des bâtiments dedans. Et on voit avec Lee, il y a le manoir aussi. Est-ce que à chaque fois, il y a un petit lien plutôt sur un bâtiment dans un endroit ou Ben, ouais, enfin, moi, je pense, je suis persuadé que l'endroit où on est né a influé sur notre psychologie, sur notre philosophie, sur notre manière de voir les choses. Qu'on soit né dans une cité HLM ou dans un petit village ou dans un loft de 200 mètres carrés dans une capitale, on sera différent par toutes nos références, nos références. Et c'est vrai que pour moi, les lieux comme Lille, comme la chambre de l'enfant dans Les Chiens de Détroit, euh, j- ces lieux veillent un peu sur nous pendant des années. Hein. Une chambre d'enfant, elle nous entend pleurer, elle nous entend rigoler, elle nous entend, elle nous voit être heureux ou malheureux. C'est une sorte de je sais pas, de tierce personne qui assiste un peu à notre vie. Et c'est vrai que les lieux, pour moi, sont très importants. Je pense que on laisse des traces dans les lieux où on a grandi, où on a été heureux ou malheureux. c'est pour ça que j'en parle comme un personnage en fait. Ça fait le Mm. deuxième ou troisième roman que je lis comme ça, où c'est le lieu, il y a une habitation. Ben, moi, pour moi, c'est un personnage à part entière en fait du roman. Ah oui, oui, c'est pour ça. Enfin, euh, pour moi, alors le manoir dont on parle, mais ça peut être un village natal, hein, ça peut être un orphelinat. Ouais, l'orphelinat de Soleil de Sang, les enfants qui sont dedans, ils l'appellent la tombe joyeuse. Parce qu'ils sont à la fois malheureux, mais heureux, parce qu'ils sont ensemble malgré tout les difficultés et les drames qui gravitent autour de cet orphelinat.
Oui, moi, j'adore rendre les lieux, les humaniser, les rendre humains, les faire éprouver des sentiments, des sensations. J'adore ça. De toute façon, on dit, hein, les murs, ils absorbent, hein, Oui, tout ce tout à qui fait, est ouais, ouais, énergie, ouais, ouais, les sentiments et ouais. tout. Donc, Mais en tout cas, merci beaucoup. Il y a une question intéressante de Tali. Ensuite, on reçoit Séraphine. Excuse-moi, Séraphine, je la fais patienter depuis tout à l'heure, mais il y a Tali qui demande d'ailleurs, seriez-vous capable, donc Jérôme, d'écrire sur un thème totalement différent que le thriller et le suspense? Et Laurent qui rajoute, par exemple, le monde de la restauration, vous irez bien ou pas? Deux questions en Alors, une. le monde de la restauration, non, pour l'instant, il m'inspire pas. Il y aurait beaucoup à écrire, hein, parce que euh, c'est un monde merveilleux, très difficile. Enfin, faut être passé, mais c'est un monde rempli de passionnés, donc c'est très intéressant. Mais j'ai déjà écrit un autre livre chez Michel Lafon, qui est un récit de vie, qui est pas du tout un thriller ou suspense, comme dans la question. C'est un récit de vie sur des personnes qui sont handicapées, qui sont toutes les deux en fauteuil roulant, qui sont en couple. Donc c'est chez Michel Lafon, c'est un fauteuil à deux. Euh, et je pense que à un moment, je serai aussi en parallèle sûrement d'un thriller, mais de faire un fantastique, un vrai récit fantastique, ouais. Pour un peu de rendre hommage à mes premières lectures. un Eh petit bien, écoute, thriller sur la cuisine, ça peut être sympa aussi. Un petit steak de cuisse ou de trucs comme ça peut le faire. Oui, ben dans Les Sœurs de Montmort, j'ai une très bonne recette de cuisine. Lisez-le, Les Sœurs de Montmort, et il y a une très bonne recette de cuisine dedans. Je- Voilà. les Sœurs de Montbord, toujours chez Calman Lévy. D'ailleurs, c'est la maison d'édition de Jérôme Loubry, chez Calman Lévy. Donc encore merci à eux d'avoir découvert ta plume, en tout cas. Ben oui, merci à Caroline Lépée, qui est mon éditrice, et c'est elle à qui j'ai envoyé sans savoir qui c'était mon premier roman, Les Chiens de Détroit, et qui m'a rappelé peu de temps après pour me dire qu'elle était intéressée. Et puis, Calman Levy, c'est une maison, ça fait très gros sur le fronton de l'immeuble, mais c'est une maison vraiment familiale et, euh, et voilà, en qui j'ai eu entière confiance. Et ils sont, voilà, c'est vraiment la maison d'édition dont on rêve d'aller, enfin même pas, on n'imagine même pas. Quand j'ai envoyé mon premier roman, jamais je n'aurais imaginé être dans cette maison d'édition, mais quand, quand au premier rendez-vous, c'est le patron qui vient vous saluer en vous disant qu'on est heureux que vous soyez là. Quand on débarque là-dedans, dans ce monde-là, on se dit qu'à mon avis, on va pas être mal. Et ben, en tout cas, on les remercie puisqu'ils sont aussi à l'initiative de ce live et avec les échanges qu'on a eu avec eux. Donc vraiment, merci beaucoup à eux. Ce que je te propose, c'est de recevoir donc Séraphine Matin qui est avec nous. Rebonsoir Séraphine. Alors, Coucou. Vu qu'on parle de cuisine, il est temps que Jérôme passe sur le grill. Non, je plaisante, on va pas voilà. l'annoncer comme ça. Jolie transition. Waouh. Eh ben écoute, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de lancer ton jingle. Tu nous dis rapidement quel est le but de ton rendez-vous et ensuite on t'écoutera. D'accord. Alors Séraphine, on l'a vu, on a Jérôme Loubry avec nous depuis un peu plus d'une heure maintenant pour présenter son livre L'île aux éditions Calman Lévy. Nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Jérôme ce soir? Alors, de lui dire, je sais pas, mais de lui demander, je vais Bah, rebondir en fait sur 2-3 trucs. Je vais essayer de le faire de manière un peu ludique parce que j'ai bien envie de parler à ton enfant, en fait, au jeune Jérôme, parce que Ouais. je te dis, ça m'a vachement touchée, l'âge et l'envie que tu as eu à peine 10 ans. Et du coup, pour la restauration, je voulais rebondir sur la restauration, parce que 30 ans de restauration, avant que tu n'admettes que... 20. Oui, Ah, en fait, ouais. entre la machine à écrire et le «allez, je me lance», Ah oui, il y a eu une trentaine d'années. C'est vrai que c'est pas 30 ans de c'est restauration, c'est ça. loin. Et c'est du coup, quand tu as décidé d'essayer de passer le pas, tu venais de la restauration. Donc Mhm. moi, je voudrais que tu me donnes ta recette du thriller parfait. Mais attention, je voudrais que tu m'y mettes les grammages et les temps de cuisson.
Ah oui, c'est une question très compliquée là. Non, mais c'est vrai que, mais un peu comme, c'est la crise de la quarantaine, en fait, hein. La meilleure recette, en fait, c'est de, alors sans grammage ni assaisonnement et tout ça, mais principal, c'est quand on, on a un rêve d'enfant, c'est un moment de se donner les moyens de tenter l'aventure, hein. D'accord? Bon, alors c'est facile pour écrire, hein. À un moment, on peut dire, bon, bah voilà, j'essaie d'écrire un livre. C'est le rêve d'enfant, c'est d'être footballeur professionnel Oui. ou acteur oscarisé, c'est plus compliqué. Mais là, bon, après, j'écrivais aussi quand même quand je travaillais, hein, Mhm. j'écrivais le soir en rentrant, ou bon, après, souvent c'était trop fatigué, donc quand j'étais en vacances, mais l'important, c'est de, quel que soit le rêve ou l'envie, c'est pas forcément un rêve, mais une grosse envie, il faut un moment sauter le pas, enfin faire il faut oser, voilà, parce que le problème, c'est que pendant 30 ans, enfin bon, on va réduire, mais pendant 20 ans, j'ai pas osé, j'ai écrit, c'était dans mon Mhm. tiroir, j'osais même pas le faire lire à ma compagne, à mes amis, etc. C'était tout d'abord parce que je sentais que c'était mes personnages à moi, je voulais les partager avec personne, et surtout parce que je me disais c'est ridicule, ça va être nul, voilà. Mais ça, tout en me disant ouais, ça va pas être terrible. C'est pas ça le problème, c'était enfin le but c'était d'écrire, c'était le plaisir Oui, d'écrire l'histoire qu'on a en tête. le besoin. Euh, oui, c'est un besoin, c'était donc la recette, il n'y en a pas, heureusement, sinon ChatGPT aurait déjà mis tout ça sur Internet. Mais non, mais c'est la passion. De toute façon, Mm. faut être passionné par ce qu'on fait, que ça marche ou ça marche pas. Parce que souvent on me dit, qu'est-ce que quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut écrire? Moi, souvent, je leur dis, ben, c'est très simple. Imaginez, vous avez une boule de cristal, vous voyez votre futur. Donc, vous commencez à écrire un roman la semaine prochaine, et dans 10 ans, il n'est toujours pas publié, personne n'en a voulu. Voilà. Est-ce que maintenant, vous commenceriez quand même à écrire, ou vous dites, ah bah non, ça sert à rien en fait. Mm. Voilà. Moi, longtemps, je voulais pas forcément être édité parce que je voulais pas donner mes personnages, je voulais pas, c'était mes histoires à moi, et ça Oui. m'allait très bien si ça a été comme ça bah, jusqu'à la fin de ma vie. Mais à un moment, j'ai plus fait parce que bah, on dit allez, tente, t'as rien à perdre, voilà. Et, euh, et quand il y a la crise de la quarantaine, on n'a vraiment plus rien à perdre, donc on se dit on va envoyer ça et on verra bien. C'est Donc ça. pas de recette spéciale, mais comme toute recette, c'est la passion qui fait le goût. Oui, dans tous les cas, c'est oui, la passion qui Voilà. fait le goût. Ça me plaît ça. Oui, j'aime beaucoup. Et justement, tu as aussi dit que tu étais un enfant solitaire, un ado réservé. Et du coup, comment l'adulte gère justement les salons, le monde qu'il peut y avoir dans les salons, l'intimité d'une séance de dédicace et le succès aussi, parce que tu es de plus en plus lu et apprécié, et donc demandé. Comment l'enfant et l'adolescent qui ne s'attendaient pas à ça, qui demandaient et qui voulaient peut-être même pas ça, comment tu le gères aujourd'hui? Mais disons que souvent, quand on est timide, réservé, qu'on n'ose pas parler en public, qu'on préfère rester dans sa chambre à lire des livres, c'est un manque de confiance en soi. Donc enfant ou adolescent. Euh, Oui. et c'est parce qu'on n'est pas forcément fier de soi, parce qu'on se visualise mal, on a un reflet de soi-même qui n'est pas le bon, parce qu'on n'a pas, pour X raisons, Mmh. les ados, c'est les boutons, ça peut être les boutons, ça peut être aussi la timidité devant une fille, ou etc. Donc c'est ce manque de confiance. Oui. Euh, mais quand on arrive à réaliser son rêve de gosse, ou son projet, le projet qu'on voulait faire depuis 10 ans,
la maison qu'on veut faire construire et qui finalement se construit. Là, on est heureux, on est en confiance, on se sent à notre place. Là, c'est vrai que là, je me sens à ma place et parler de livres et tout ça, bah, c'est plus mon univers que les 30 ans qui sont écoulés entre le gamin de 9 ans Oui, et la crise de la quarantaine. Donc, je suis plus à l'aise dedans. Et puis après, les salons, les rencontres, enfin, c'est quand même, on reçoit que des gens. Enfin, j'ai pas encore croisé quelqu'un de mécontent, mais généralement, oui, c'est des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont aimé ce que vous avez fait. Donc, ou moyennement par rapport à d'autres livres, mais au moins, c'est c'est- c'est- c'est bien. c'est Mm, bienveillant. C'est bienveillant, donc mm, mm. que du bonheur, en fait. Hein. Après, c'est sûr que j'avais fait une émission télé, c'était à l'époque, je sais plus comment ça s'appelle, c'était sur France 2. Dans quelle étagère, ça s'appelait l'émission. Mhm. Et, il y avait les présentatrices et l'écrivain qui étaient face à face dans un fauteuil, et puis voilà, ça durait 7-8 minutes. C'est sûr que là, quand j'ai enregistré cette émission, j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais Ah, jamais fait ça de ma vie. Mon roman venait de sortir depuis 2 mois, le premier. Et, euh, et là, j'aurais bien aimé retourner à l'adolescence avec mes boutons et tout ça, mais loin de cette situation stressante. Et puis maintenant, je pense que je serai pas 100% à l'aise, mais j'y arriverai peut-être un peu mieux. Je serai moins ridicule. mm. Etc. Donc, ça, les rencontres et tout, on le fait au fur et à mesure. Hein, on se sent à l'aise au fur et à mesure. On maîtrise le sujet à force d'en faire. Donc voilà, mais surtout que c'est que de la bienveillance. Les salons, on peut être que heureux de rencontrer les gens qui nous ont lus, Mm. qui, qui, qui ont pris le temps de nous lire, parce que c'est pas facile maintenant d'avoir du temps. Enfin, les journées sont courtes pour tout le monde, hein, et qui viennent nous voir pour en parler. C'est tout. C'est c'est enfin, c'est formidable. Donc il y a pas du tout de Oui, c'est stress à le avoir. côté de l'échange qui fait que oui, Ouais. l'intimidité finalement elle est C'est une dépassée. situation trop facile pour moi et c'est que de la bienveillance, des gens Oui, qui viennent pour me voir, donc j'ai pas du tout à stresser. d'accord, d'accord. Et enfin, je sais que tu t'intéresses aussi à la psychologie Mhm. et que quand tu étais jeune, tu observais beaucoup les gens et Mm. d'ailleurs on le voit avec tes personnages. Tu, tu, tu soignes la psychologie. Ouais. Du coup, j'aimerais savoir, encore une fois, l'adolescent, en tout cas, qui aimait bien observer et, euh, et, et, comment on va dire, Décrypter. j'allais dire déchiqueter, mais c'est pas le mot que je cherche, enfin, de définir les gens par rapport à ce qu'ils voient. J'aimerais savoir ce qu'il pourrait dire de toi s'il te rencontrait et qu'il t'observait. Comment il Ah, te verrait? celui que moi j'ai. Oui, l'adolescent que tu étais et qui aimait décortiquer, voilà, décortiquer les Ah, gens parce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il dirait de toi, l'auteur et l'homme accompli que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il verrait? Qu'est-ce qu'il décèlerait d'un petit euh, peu caché derrière? ah, bah, l'adolescent, je pense qu'il ne verrait pas grand-chose, parce qu'il serait tellement dans ses propres tourments qu'il aurait du mal à analyser les autres. Peut-être enfin, jeune homme, il me dirait ça va mieux quand même. Il me dirait ça va mieux. Ça, et je pense qu'il me dirait il semble être à sa place. Ça Voilà. y a trouvé sa place. Voilà. Ah, génial. Je pense qu'il me dirait ça. Et puis le petit garçon de 9 ans qui a attendu cette machine à écrire qu'il a jamais eue parce que c'était trop cher à l'époque pour sa Oui. mère de l'acheter, il me dirait on y est arrivé. Voilà. Enfin, Ouais. Enfin, non, faut parfois que ça soit c'est long vrai. et pour mesurer le goût du truc. Donc voilà, je pense qu'il me dirait ça certainement. Donc heureux et content d'être passé par tout ça et d'être sorti de ta coquille et de ta bulle pour être Ah qui ben tu es oui, mais il faut. aujourd'hui? De toute façon, c'est pas, on a tous nos failles, on a tous nos difficultés, on a tous notre propre incompréhension de nous-mêmes. Et puis il n'y a pas de secret. Hein, quand moi j'étais jeune et j'entendais les grands-parents dire ah mais tu verras avec le temps, etc. On dirait ils disent n'importe quoi, mais si c'est en vieillissant qu'on devient plus déjà analyste de nous-mêmes et qu'on peut faire un bilan. Bien sûr, et qu'on les Donc, comprend, et qu'on les comprend, comme qu'on comprend nos parents une fois qu'on est parents. Hein. bien sûr. Donc voilà.
Super, je te remercie beaucoup. Merci de t'être Ben, merci confié, c'est beaucoup. adorable. Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Séraphine. Donc voilà. Donc tu vois, ça s'est bien passé, Jérôme. Nickel, nickel. T'as Ouais. vu? Je dois quelque chose ou pas? Non. Non, c'est bon? Alors, la première est gratuite. C'est Ah, toujours. d'accord. Non, mais par contre, vu qu'il n'y a pas eu de questions pièges ce soir, il en faut toujours un, hein, pour en poser une. Je pense que tu dois Il est où, savoir de Laurent qui Alain? je peux. Ah, bah, Il est où le roi Alain? Laurent Alain qui nous dit: est-ce que le manque de confiance en soi ne donne pas une arme supplémentaire justement pour écrire et se livrer et se lâcher davantage? Euh, non, pour moi, non. Euh, parce que, le manque de confiance, enfin, même si on l'écrit dans un livre, c'est quand même un reflet de nous-mêmes. Il y a du moi, il y a beaucoup de moi dans mes livres, parfois de manière cachée, parfois quand je parle de Sancerre blanc, par exemple, de manière moins cachée. Euh, mais le manque de confiance, généralement, quand on a le manque de confiance, on l'a dans tout, hein, on l'a dans l'écriture aussi, je pense qu'on l'a. C'est pour ça que moi j'ai écrit pendant de longues années sans oser les sortir parce que le manque de confiance que j'avais en moi, forcément, se reflète dans le manque de confiance en la qualité de mon écriture, de mon histoire, de la raison de tout ça. Euh, je pense malheureusement le manque de confiance qu'on a tous vécu certainement dans notre vie, c'est difficile de s'en séparer. C'est pas seulement, ça ne sépare pas en écrivant un livre. Enfin, il reste malgré tout avec nous pendant l'écriture d'un livre. Hein. Moi, je manque de confiance. Même maintenant, quand j'écris un livre, je doute. Des fois, je me dis que c'est pas terrible. Voilà. Donc ça amène à une remise en question constante. C'est ça qui est bien aussi, hein, parce qu'on fait des erreurs et si on ne se remet pas en question, ben, ces erreurs-là, on ne les voit pas. Ça peut être une phrase mal écrite, un mot mal utilisé. Euh, mais je pense pas que confiance en soi, je pense pas que ça peut être une arme dans n'importe quelle situation, je crois pas. Voilà, monsieur Laurent Alain. Eh ben, merci beaucoup. Je vais faire intervenir Sonia et Marie. Ouais. Voilà, donc encore une fois, merci à toutes les trois d'avoir été avec nous ce soir. Donc pour, on le rappelle, Jérôme qui était avec nous pour son livre L'île aux éditions Kalman Levy. Donc voilà, donc encore une fois, merci à toi Jérôme d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous et vous tous. Juste un petit tour de table, les filles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce live? Qu'il a été très court. Personnellement, je l'ai trouvé super court. Et, c'est passé vite. Hein. Ah oui, t'as vu? Incroyable. Merci. Un grand merci. Merci à toi, Séraphine. Sonia? Alors, moi, j'ai adoré, hein, dès qu'on parle de thriller et ça, de toute façon, je suis fan. Et je voulais rebondir juste avec une petite dernière question. Vous avez dit que vous mettiez un petit bout de vous-même dans chaque roman. Est-ce que dans L'île, ce serait pas vous le restaurateur psychopathe? Non, c'est pas moi. Et c'est pas quelqu'un que je connais non plus. Je veux pas avoir de problème. Non, c'est pas moi. Non, parce que du coup, j'ai dit restauration, voilà, un petit bout, voilà. C'est pour ça. Mais moi, j'étais pas en cuisine. Moi, j'étais responsable de directeur de salle, donc. Mais j'adore cuisiner aussi, hein. Mais non, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Okay. Merci Sonia. Marie? Alors écoutez, c'est très chouette. J'en joue un peu Séraphine sur le fait que c'est court. Et voilà, il est super intéressant. Enfin, moi, voilà, pareil, je suis comme Sonia, je suis une très grande fan de thriller. Et du coup, voilà, ça me rajoute juste encore beaucoup de livres à lire dans ma pile à lire, qui est déjà énorme. Mais en tout cas, c'est très chouette, très agréable. Merci. Eh ben, en tout cas, merci à toi, Jérôme, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, on le rappelle, pour parler de ce livre, L'île aux éditions Kalman Levy. Ce fut un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous. Voilà, tu sais que tu reviens quand tu veux. Comme on l'a dit, cette émission a évolué et voilà, c'est aussi grâce à des auteurs comme toi qui nous font confiance. Donc, vraiment, merci à toi. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. C'est vrai que c'est passé très, très vite. Voilà. Donc on rappelle, merci pour cet échange, on était dans la profondeur, c'était vraiment très agréable, nous dit Ali. Elisabeth qui nous dit merci pour cette belle soirée.
Et Laurent qui nous dit, oui, chouette et trop court, hâte de revoir Jérôme. Donc voilà, très prochainement, je l'espère. Et Dominique qui nous dit, merci pour ce super live, bravo à toute l'équipe et merci Jérôme. Voilà. Oui, bonne soirée à vous toutes et vous tous là, qui ont laissé des commentaires et qui ont assisté à ce live. Voilà, et on rappelle que l'émission, on peut retrouver toutes les rediffusions donc sur YouTube, sur ma page YouTube, Florian Alain. On se retrouve donc, mes chers amis, ce vendredi avec Aurélie Ardelais pour son livre Malmort aux éditions ActuSF. En attendant, merci à vous tous d'avoir été présents. Lisez des livres, passez une très bonne semaine et on se retrouve vendredi. À bientôt, ciao ciao. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.